Pour moi, le premier argument de vente, c'est le regard. C'est une des choses qui a fait aussi que j'ai quitté le monde du salariat et de l'entreprise. C'est un peu la pensée inversée d'Einstein qui a été reprise par Elon Musk il y a pas longtemps d'ailleurs, adaptée à la vente. C'est mon objectif, quelles sont les sources d'échecs et on trouve des solutions à ces sources d'échecs en fait. Il pose deux questions simples, il dit voilà, le marketing, c'est deux questions. C'est pour qui et c'est pourquoi. Aujourd'hui, je pense, mais ça n'engage que moi, tu ne peux plus avoir un produit de mauvaise qualité. Juste arrêtons de vouloir transformer l'un en l'autre et inversement. Prenons les forces des uns et des autres et développons-les. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir, Pascal. Bienvenue. Ravi et merci beaucoup pour l'invitation, Simon. Avec grand plaisir. Ça, c'était poli. Très mal poli. Je vais te mettre au défi tout de suite. Allez. De te présenter en 30 secondes. Donc, je suis Pascal Abdul-Jalil. Je suis formateur et coach en vente B2B. Ça fait maintenant 6 ans que je fais ça. Et avant ça, j'étais directeur commercial et marketing dans une PME française. J'y suis resté 11 ans. Et avant ça, on vendait du service. Ouais. Et avant ça, j'étais manager des ventes dans un groupe américain qui s'appelle Pitney Bowes, où avant d'être manager, j'étais commercial, où je suis resté 7 ans. Donc, c'est mes deux plus grosses expériences. Ouais. Et aujourd'hui, le déclic, je pense que c'est une question que tu vas me poser. Tu l'anticipes, c'est parfait. Ça a été de me dire, est-ce que ce que je fais pour une seule et même entreprise, je ne pourrais pas le partager et faire profiter ces années d'expérience dans le domaine de la vente. Et concrètement, du coup, quel était l'élément déclencheur ? J'étais arrivé au bout d'un cycle, d'un processus dans l'entreprise où j'étais, que des personnes aussi avec qui j'ai travaillé un certain temps pour des raisons de départ à la retraite ou pour des choix aussi, sont partis. Pour moi, on quitte jamais une entreprise pour son produit. C'est toujours pour soit faire quelque chose de mieux, soit pour les personnes avec qui on a bossé. Et donc, c'était pour moi une convergence d'éléments qui a fait que je me suis dit, c'est le moment d'y aller. Et la formation, l'accompagnement, tu as toujours su tirer ou c'est venu un peu comme ça ? Toujours. En fait, j'ai été parachuté dans le management un peu par hasard. Quand j'étais chez Pitney, donc le groupe américain, j'étais pas trop mauvais en vente. Et donc mon manager de l'époque m'a dit tiens Pascal, ça fait 4 années de suite que tu es top performer. Est-ce que ça te dit de prendre une équipe ? Et puis je lui ai dit comment on fait pour manager ses collègues ? Parce que c'était oui, parce que tu pars du même niveau à ce moment-là. Et oui. Et il m'a dit pour commencer, tu manages pas, tu les accompagnes, tu leur montres ce que tu sais faire et tu les soutiens sur le terrain. Et je me suis dit que c'était un bon conseil. Donc c'est un bon début comme ça. Et à 80% du temps, j'étais avec eux, jusqu'au moment où je me suis dit qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pour moi, qu'il fallait maintenant les processer un peu, les comprendre mieux pour pouvoir les transmettre. Les choses que tu faisais instinctivement, c'est ça ? C'est ça, ouais. Tu as un exemple à nous donner ? On avait des formations dans ce groupe américain, on nous parlait souvent, de bonnes formations d'ailleurs, d'écoute active. Et je me suis dit, mais ma façon d'écouter, c'est pas tout à fait celle qu'on nous apprend. Et j'ai compris que l'écoute consiste à réutiliser ce que les gens disent. Et donc ça veut dire qu'en amont, il faut savoir de quoi on veut parler pour faire matcher ce que les gens disent avec ce que nous, on aimerait proposer. Et donc cette écoute fine, au début, je la faisais à l'instinct. Et après, j'ai compris qu'il y avait un moyen, en fait, un focus à faire sur certains mots, sur certaines postures. Et à ça, je suis venu ajouter toute la partie observation, c'est-à-dire le langage du corps me parlait beaucoup. Pour moi, le premier argument de vente, c'est le regard. Donc, comme je regardais les gens dans les yeux et que quand j'arrivais en rendez-vous, j'avais toujours cette énergie, j'étais toujours content en fait, parce que, alors tu m'arrêtes parce que j'aime bien parler. C'est le but. On met beaucoup de temps à décrocher un rendez-vous, on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup de moyens à décrocher un rendez-vous. On a une fenêtre de tir avec un humain, à un moment donné. C'est beau. Enfin, c'est beau, c'est pas dans le sens, c'est pas de l'art non plus. Bon. Moi, je crois plus que la vente, c'est un process plus qu'un art en tant que tel. Ça peut être amené au niveau d'un art quand le process, l'envie, tout ça se combine bien, j'allais dire. Ce moment, en fait, qu'on recherche tous, je me dis, mais c'est pas possible de le rater, en fait. Et donc, il doit y avoir des codes, il doit y avoir des process, il doit y avoir une façon de faire. Et donc, je disais, la première des choses, c'est le regard déjà. Donc, c'est d'apprendre aux gens à regarder. Sauf que pour regarder quelqu'un, il faut déjà savoir se regarder soi-même. Donc, ça veut dire savoir aller au fond de soi. Et être honnête avec soi-même. Donc, là, finalement,
ces postures-là, moi je les faisais naturellement. Et j'observais les commerciaux avec qui j'étais, non pas pour les juger, mais pour les aider à voir. Et donc je combinais un certain nombre de techniques que j'avais découvertes avec des postures. Et finalement, j'ai commencé à écrire. D'accord, donc en fait, là aujourd'hui, les formations que tu donnes, c'est presque une accumulation de 20 ans, si je compte bien, de pratique en fait. J'ai 51 ans aujourd'hui, Simon, et j'en ai 19 dans ma tête. Hein. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Donc, écoute, j'ai démarré, pour te faire un court résumé, j'étais un commercial très moyen. Et j'ai démarré par la vente de gommes et de stylos. J'ai bossé chez, ça s'appelait Gaspard à l'époque, chez Lireco. Bon, type Office Dépôt. On était 600 commerciaux. J'avais 23 ans, je crois. J'avais fait un BTS. Je savais pas trop ce que je voulais faire en vrai, tu vois. J'ai fait un BTS Action Co, qui était un bon diplôme. Et je suis rentré là-dedans. Bon, je me suis retrouvé avec 600 commerciaux. Et je me débrouillais, mais j'étais assez moyen. Et je suis resté là 2 ans, à essayer d'apprendre ce métier et à apprendre à parler aux gens, parce que c'est archi pas évident en fait. Moi je pense qu'on réalise pas à quel point, et je dis pas ça pour défendre ma boutique et ma paroisse, mais je pense qu'on réalise pas à quel point c'est difficile, quand on est jeune, d'aller engager une discussion avec quelqu'un. Je veux dire, c'est pas une science infuse. Il y en a qui ont ce talent, mais il y en a qui l'ont pas et qui aimeraient l'acquérir. Bon. Donc j'ai commencé comme ça, j'étais assez moyen. Puis ensuite, j'ai quitté cette entreprise-là pour aller bosser dans une plus petite boîte. Ça, c'était avant les 2 grosses expériences que j'ai eues. Où là, j'ai vendu du mobilier de bureau, comme il y a ici. Donc, c'était les projets. Là aussi, j'étais, on va dire, moyen. Et c'est en fait chez Pitney où j'ai eu une intersection de choses et qui m'a donné un déclic. Du bon coaching, de bons produits, du bon marketing, des personnes qui investissent dans les humains. En fait, ce que les Américains font bien, hein, quelque part. Et finalement, avec eux, j'ai commencé à vendre. Donc mon manager de l'époque, avec qui j'ai déjeuné il n'y a pas longtemps, parce que je suis quelqu'un de très fidèle dans les relations, m'a accompagné quelques semaines, quelques mois. J'ai commencé à vendre et puis je ne me suis plus arrêté. Parce que tout était réuni, il y avait une bonne énergie. En fait, tu avais les pièces du puzzle qui étaient un peu éparpillées à l'intérieur et cette expérience-là t'a permis de les ordonner, quoi. Je pense qu'on a tous, à un moment donné, si on peut faire ce métier, je souhaite à tout le monde d'avoir cette chance-là, à un moment donné d'avoir ces déclics. Ils peuvent venir d'une entreprise, d'une personne, ils peuvent venir de personnes, de rencontres aussi qu'on peut faire. Et à partir de là, on commence à construire. Donc j'ai fait quelques beaux voyages parce que dans ces entreprises-là... Quand tu vends bien, tu voyages bien. Oui. C'est un peu, on te remet les Oscars chaque année quand tu gagnes. Donc je dis ça en toute humilité, c'était fabuleux. On apprend beaucoup de choses. Et puis au bout de 7 ans, un cycle, je suis parti pour prendre avoir un peu plus d'envergure. Je me suis dit que ça peut être intéressant de toucher au marketing, d'être un peu plus acteur dans une PME. Et puis j'ai rencontré une autre personne formidable avec qui je vais prochainement déjeuner. Je suis comme ça. Et donc, qui m'a apporté énormément en fait. Donc, quelqu'un avec un très beau mindset et qui est parti à la retraite aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est un métier où les rencontres vont compter et où si on a envie, finalement, je dirais c'est un métier où c'est peut-être le seul métier où tu peux changer de CSP, de catégorie socio-professionnelle, en sachant lire, écrire, calculer et raconter les histoires. Les vraies. T'as pas besoin de diplôme. Un avocat, pour être avocat, il lui faut un diplôme. Le commercial, non, il lui faut un peu d'envie. C'est ça. Un peu de méthode. Mais maintenant, à l'ère de YouTube, ChatGPT ou que sais-je, tu la trouves facilement, en tout cas à la base. C'est vrai. Et l'envie de développer aussi ces soft skills, finalement. Oui, complètement. Il y a d'abord, je pense qu'un bon commercial aujourd'hui, je réponds à une question que tu ne m'as pas posée. T'es politicien un peu, non? Justement, non. C'est une des choses qui a fait aussi que j'ai quitté le monde du salariat et de l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, tu peux te retrouver limité par un certain nombre de rapports de force complexes. Et d'ailleurs, ça ne doit pas être simple aujourd'hui. Moi, j'entends des fois que des commerciaux qui disent on n'a pas de réponse de la part de décideurs, etc. Mais il faut voir aussi la pression. Moi, j'ai un certain nombre de relations et d'amis qui sont des décideurs d'entreprise. Ils ont une pression énorme. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt savoir les accompagner, savoir déverrouiller ces éléments-là. Il n'y a pas des méchants et des gentils, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Donc, je ne suis pas politique. La liberté que j'ai aujourd'hui d'entreprendre, donc je suis tout seul. Bon, je travaille avec quelques partenaires, évidemment.
Mais c'est une grande chance, et je pense que si je devais donner un conseil à un commercial jeune aujourd'hui, c'est vraiment de se poser la question, est-ce qu'il a assez d'envie pour faire ce job? C'est l'élément numéro 1. Ça passe par ça, cette envie-là, le fait d'aimer rencontrer les gens, parler avec les gens, ça transpire. Bon. Ensuite, s'il a cette envie, cette base-là, alors il y en a qui disent, moi j'aime gagner de l'argent, et c'est très bien. C'est un bon moteur. C'est très bien. Il y en a qui disent, moi j'aime la liberté de ce métier-là. Donc je disais, c'est le seul où tu peux changer de catégorie socio-professionnelle, avec pas grand-chose, mais à condition d'avoir cette envie-là, d'avoir cette volonté aussi, cette persévérance-là, et ensuite une forme d'humilité d'apprendre tous les jours. Je sais faire des choses, je capitalise, je tombe, je me relève, qu'est-ce que je peux améliorer? Tous les commerciaux excellents que j'ai rencontrés avaient ces qualités-là. Est-ce que tu trouves justement que les commerciaux en font assez? C'est-à-dire que très souvent on arrive dans une boîte, le commercial y performe, puis se dit bah, je suis à mes objectifs. Ouais. Très peu, j'ai l'impression, vont plus loin. C'est un élément que je constate quand je fais les formations. Tu sais, quand j'arrive en formation, je répondrai à ta question. Quand j'arrive en T'es formation... un vrai politicien. Disons que j'ai de la suite. Quand tu me poses des questions, ça me fait penser à un certain nombre de choses. Donc, quand j'arrive en formation, les commerciaux, ils sont comme ça. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre, lui? On connaît notre métier. Alors, pas tous, mais quand tu as une équipe de 8 personnes... Alors, moi, pour ce que je n'ai pas précisé en introduction, quand même, c'est que depuis 6 ans, je forme des équipes de vente dans des grands groupes, dans des entreprises intermédiaires, dans des PME, des startups. Quelques exemples, j'ai formé les équipes de Schneider Electric, PPCELI, ça c'est pour les grands groupes, CHG Meridian, qui est une grande entreprise allemande, mais aussi des entreprises de services, de marketing, des éditeurs de logiciels. Et donc je vais intervenir sur des missions parfois longues, je forme, je coach, mais parfois sur des missions de formation simples. Et depuis le début de cette année, parce que je publie davantage sur LinkedIn, j'ai eu des demandes pour former des indépendants. En fait, ils m'ont dit, mais t'as pas un programme pour nous. Donc j'avais pas de programme pour eux, donc je l'ai conçu à partir de ma méthode. Et donc aujourd'hui, j'accompagne aussi les indépendants. Tous les mois, j'ai des indépendants qui viennent me voir pour, je dirais, être formés à ce métier, parce que c'est pas... on a un savoir-faire, une expertise, mais c'est pas pour autant qu'on sait la vendre. Simplement. Donc je reviens aux commerciaux. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Et en fait, on peut être très expérimenté, on peut avoir beaucoup d'expérience, mais on peut aussi avoir de mauvaises habitudes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que tout de suite après une formation, il y a un effet enthousiasme qui se crée. Les gens écoutent, ils se disent c'est intéressant, à condition que ce soit intéressant, évidemment. Et ensuite, cet effet va retomber. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu as un nouvel entrant, un nouveau commercial, comme tout est neuf, il va écouter. Tout. Il va être hyper attentif à tout, il va capter, il ne va pas avoir d'a priori, sauf si c'est un mauvais recrutement, malheureusement. Tout va être nickel et il va décoller. Il va y avoir un effet comme ça. Et après, le risque, c'est que ça retombe. C'est là où le coaching a du sens, c'est là où le management a du sens. C'est là qu'il faut bien accompagner les gens et miser sur l'humain. Donc, pour répondre à ta question, moi, ce que je remarque souvent, c'est que sur une équipe de 10 commerciaux, tu vas peut-être en avoir 2 qui sont naturellement talentueux, qui ont vraiment un énorme talent. Tu vas en avoir peut-être 7 qui sont bosseurs et qui sont là pour d'excellentes raisons, qui n'ont peut-être pas forcément cette capacité. Et ensuite, tu peux en avoir 1 ou 2 qui peut-être se posent des questions. Voilà, c'est à peu près le schéma que je vois. Hein. Donc, moi, c'est les gens du milieu qui m'intéressent. Enfin, c'est tout le monde qui m'intéresse. Mais c'est est-ce que ces gens-là, du milieu, ont eu l'opportunité, est-ce qu'on a pu leur montrer toute la puissance de ce métier-là? Est-ce qu'on est capable de leur donner ces petits détails qui vont changer, qui vont faire qu'ils vont y arriver? Et puis les meilleurs, est-ce qu'on peut encore les rendre encore meilleurs, tu vois? Donc finalement, pour répondre à ta question, je dirais que moi, je crois que les gens sont fondamentalement, ils ont envie de bosser. Par contre, ils n'ont pas tous la même résistance au changement, ils n'ont pas tous la même résistance à se relever. Et c'est là où le manager, il doit pas être, c'est pas une assistante sociale, enfin, je veux dire, c'est pas une assistante sociale. C'est simplement de responsabiliser. C'est d'être capable d'inspirer. C'est d'être capable de donner, de trouver les mots. Tu vois, on l'a vu avec l'actualité du PSG. Alors, s'il y a des Marseillais qui nous regardent, pardon les Marseillais, mais... Vous n'avez plus votre mot à dire là depuis quelques semaines. Tu vois, moi, je suis Luis Enrique, alors, mais depuis bien avant la coupe, et s'il l'avait pas gagné, j'aurais suivi pareil. Il y a un documentaire qui a été fait sur lui sur Netflix que j'ai regardé,
qui est formidable, et qui montre comment ce monsieur, avec des équipes, sans diva, le diva c'était Mbappé. Hein. C'était son prérequis, c'était qu'il n'y ait pas de diva. Voilà. Comment est-ce qu'il a réussi, avec des gens qui ont envie de travailler, et on l'a vu dans la finale, comment Ousmane Dembélé courait. Et on s'est dit, c'est pas possible, c'est une machine. Ben voilà, c'est ça que moi j'aime voir. C'est que à partir d'une équipe de gens où tu as des talents, mais parfois tu as les gens un petit peu à la traîne, c'est finalement d'être capable de faire ça. Et c'est valable pour un indépendant. Il y a des indépendants que j'ai accompagnés, bon, on leur a jamais expliqué ce que c'est la vente. Et pourtant, ils se débrouillaient. Tu sais, tu donnes 2-3 éléments, tu leur demandes de tester. Tu fais comme ci, tu fais comme ça. Moi, j'ai une méthode que j'ai conçue. J'ai déposé la marque parce qu'elle fonctionne bien. Et c'est une méthode où je leur dis, détendez-vous, je ne vais pas vous apprendre à closer, à vendre. Ça, closer, c'est le mot à la mode, ça. J'ai dit, attendez, closing, très peu pour moi. Bon, qu'on parle de phase de closing, c'est normal. Qu'il y ait une étape dans le pipeline qui s'appelle, dans mon pipeline à moi, je l'ai appelé contractualisation. Voilà. Donc c'est qu'on est en train de discuter du contrat. Un peu avant, c'est la négociation si elle a lieu, mais je leur dis, le closing, c'est juste la conséquence de tout ce que vous avez fait avant. Et si t'as tout bien fait avant, t'as pas de closing, ou alors c'est 2 phrases, quoi. Exactement. Donc après, je pars du principe que les gens sont responsables, adultes, on parle à des gens... Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour amener ça? Je leur explique. Je vais vous former sur comment les gens achètent. C'est ça que je fais moi. Comment les gens achètent. Et pour ça, il faut partir de loin, c'est-à-dire la méthodologie que j'ai mise en place, elle part de leur marché. À qui vous parlez? Je ne l'ai pas inventé. Hein. La méthode, si, je l'ai conçue, mais il y a un marketeur américain, encore une fois, qui s'appelle Seth Godin, qui a écrit un livre formidable que je conseille à tous les commerciaux, qui s'appelle « C'est ça le marketing ». Il pose 2 questions simples, il dit voilà, le marketing, c'est 2 questions. C'est pour qui et c'est pourquoi. Bon, on va commencer par ça. À qui tu vends? On parle de buyer persona, tu vois. Bon. À qui tu t'adresses? Et puis, qu'est-ce que tu veux leur vendre? Et là, les réflexes que moi j'entends beaucoup, c'est que quelles sont les problématiques? Et moi je leur dis, mais non, en fait, c'est pas les problématiques le sujet. Qui a envie de parler de ses problèmes? Qui a envie de se confesser? On va commencer par ce qu'ils veulent accomplir. Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, les personnes que vous voulez servir? Tu es expert en SEO? Formidable. Tu parles à qui? Au CMO? Au directeur marketing, pour parler vieux français. Il veut accomplir quoi, lui? Il veut de la visibilité, il veut de la notoriété, mais surtout, il veut que cette visibilité et que cette notoriété convertissent. Il veut se positionner numéro 1 ou numéro 2 parmi le top 5. Ok, ça c'est de la valeur. Bon, c'est ça qu'il veut faire. Pourquoi il n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y arrive pas? Toi, tu le sais. Toi, tu sais les personnes avec qui tu discutes, ce qu'ils veulent faire, puisque c'est toi l'expert. Tu parles avec des CMO, tu sais ce qu'ils veulent. Il y a toujours 3-4 objectifs qui reviennent. Tu sais les obstacles, donc commence par leur demander ce qu'ils veulent accomplir, et puis intéresse-toi aux obstacles. Et ensuite, intéresse-toi aux conséquences de ces obstacles. Je parle beaucoup, Simon, il faut m'interrompre. Non, mais j'y viens. Mais c'est hyper intéressant, c'est pour ça que je te coupe pas. C'est un peu la pensée inversée d'Einstein, qui a été reprise par Elon Musk il y a pas longtemps d'ailleurs, adaptée à la vente. C'est mon objectif, quelles sont les sources d'échecs, et on trouve des solutions à ces sources d'échecs, en fait. C'est tellement plus simple. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prépare ça en amont, et je leur dis, on va préparer ensemble votre marché. Vous le connaissez, on va l'organiser. Donc déjà, ça les met en confiance. Que ce soit une entreprise, j'ai fait une formation cette semaine sur le storytelling. Ça aussi, on en parle beaucoup. Le storytelling, c'est une composante. Mais si ce qu'il y a en amont est fragile, si le fond est fragile, derrière, tu peux storyteller tout ce que tu veux. Je suis un vendeur de tapis. Un vendeur de tapis. C'est pas crédible, et finalement, on vend du rêve. Donc, ok, moi j'ai l'habitude de parler, je reprends mon exemple de SEO, moi j'ai l'habitude de parler avec les CMO ou les responsables communication de PME de 50 à 100 personnes. Ok, je sais ce qu'ils veulent accomplir, je sais quels sont les objectifs qu'ils veulent atteindre. Bon, je sais maintenant les obstacles. Les obstacles, ça va être par exemple la multitude d'outils. Il y a beaucoup d'outils. Ça peut être des problèmes de communication interne, ça peut être une agence qui n'a pas compris le besoin, etc. Bon, ok. Bon, on a identifié ça, on a mesuré l'impact de ça. Ok, combien ça vous coûte aujourd'hui? Combien vous perdez? Combien vous ne gagnez pas? Donc c'est être capable de calculer cette valeur, mais tout de suite. Sur la valeur aussi, j'entends, bon, faut pas complexifier. Hein. Moi, je pars du principe que, encore une fois, que les gens sont intelligents et qu'ils valident des raisonnements économiques viables. Si on démontre à quelqu'un
que l'objectif qu'il cherche à atteindre est empêché ou retardé par un certain nombre d'obstacles évidents que tu connais, et que ça a un impact économique, et on n'est pas des commissaires aux comptes, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, de toute façon, leurs marges, ils les connaissent mieux que nous, les calculs et les données, ils les connaissent mieux que nous. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est dire, de manière assez schématique, ok, vous aimeriez avoir, vous me dites que vous voulez être numéro 2, ou que vous êtes numéro 5, ça veut dire quoi numéro 2? C'est combien de CA en plus? Vous voulez faire combien? Ok, vous voulez faire 1 million, 10 millions? Très bien. Bon, aujourd'hui, vous pensez qu'avoir un meilleur SEO, ça va contribuer à quelle hauteur? Si vous arrivez à améliorer ça. Bon. Et finalement, il faut faire en sorte que les choses viennent des gens. C'est comme tout, hein, tout ce qu'on affirme, c'est comme dans la police, hein, ça sera retenu contre nous. Faisons en sorte de faire participer les gens. On les fait participer. Quand on a fait ça, ok, on a compris le problème, on a posé un diagnostic calme, on résume tout ça, et derrière, on passe sur une autre étape. Où là, le storytelling, on l'a déjà sélectionné. Moi, j'ai pour habitude de dire aux commerciaux, les nôtres ou ceux conformes, que de toute façon, ta parole de commercial, elle a moins de valeur que sa parole à lui. Mais tellement, Simon, moi, en formation, je fais ce geste-là, je leur dis, là, sur votre front, il y a marqué vendeur. Ah, moi, je dis menteur. Voilà, tu vois. Voilà. Donc, ce sont des a priori, mais qui sont collés à la peau. On est encore, quand on fait des posts sur LinkedIn sur Jean-Claude Convenant, Lou de Wall Street, on a des réactions parce que, voilà. Et je pense qu'on a on est peut-être encore moins habitué que dans certains pays anglo-saxons où le commercial va avoir une perception un peu plus... Nous, elle est quand même plus négative. Voilà, et c'est une réalité, et bon, c'est pas grave. Bon, faut le savoir. Donc, gagner la confiance. Déjà, la première vente, comme je le disais, on l'a fait avec son corps. Voilà, c'est comme ça. Moi, je veux pas dire de la vieille école, parce qu'il n'y a pas de vieille et de jeune école. Il y a des commerciaux intelligents, et puis c'est tout. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà avoir cette attitude-là. On regarde les gens dans les yeux. On sait pourquoi on est là. On connaît, on a fait nos devoirs. En amont, on a cette préparation-là. Bon. À partir de cette préparation-là, on sait comment on va conduire l'entretien avec une structure simple. Moi, j'ai aucun problème avec les personnes qui vendent des produits de... Tu vois, il y a une bouteille d'eau chez nous, c'est un téléphone, c'est de la commodité. Mais moi, je suis pas bon là-dedans. C'est pas mon métier. Moi, j'accompagne les gens, et c'est très bien, qui vendent des solutions de la transformation. Donc, quelqu'un qui vend du SEO, ou quelqu'un qui vend des machines, ou qui vend du service, ou du leasing, ou j'en sais rien, il va amener un changement d'habitude, une autre façon de faire. Bon. Donc, à partir du moment où on va amener une transformation, il faut être méthodique, il faut savoir ce qu'on veut raconter, il faut savoir les résultats qu'on veut avoir, et il faut partir du principe qu'on n'est pas sûr de signer. Donc, moi j'aime bien dire, quand on va raconter les histoires, c'est qu'on est sûr que les histoires sont les bonnes. Et il y a des méthodes pour ça, pour storyteller. Ce qui est dur, c'est de faire du storytelling en live. Oui, je suis d'accord avec toi sur le fond. Mais en fait, ce que je reproche moi à certains commerciaux, qui se reconnaîtront dans mon équipe et dans les autres, c'est que finalement, c'est toujours les mêmes histoires. C'est vrai. C'est toujours les mêmes objections. C'est toujours, je vais pas dire le même type de client, mais les mêmes types de clients. T'en es 4, 8, 10, 15, 20. C'est vrai. C'est toujours la même chose. Les arguments, ils vont pas changer du jour au lendemain. Donc en fait, tu as toutes les pièces du puzzle devant toi et tu as juste à les mettre en ordre, pas devant le client, avec le client. Tout à fait. Et ce que je reproche moi à mes équipes notamment, et je me bagarre avec ça, c'est la préparation. Oui. Tu as tout qui est posé devant toi, soit tu vas en rendez-vous avec le manuel sur comment tu vas monter le puzzle, soit tu y vas sans. Ça veut pas dire que tu vas pas réussir à le faire le puzzle. C'est vrai. Mais par contre, tu vas te tirer une belle balle dans le pied que tu aurais pu t'éviter. C'est quand même vachement idiot. Complètement. Et puis il y a aussi, là je te rejoins vraiment à 200%, il y a aussi l'autre souci, c'est cette espèce de décalage, voire de reproche, qu'on va trouver entre la vente et le marketing. Tu me voyais venir. Parce que les histoires qu'on va raconter sur un site ou sur des campagnes d'email, etc., vont être décalées par rapport à ce qu'un commercial va dire ou raconter. Bon. Donc l'avantage dans ce que tu dis, et c'est pour ça que dans ma méthode, je prévois cette partie-là, parce que venir juste former... les méthodes, on les connaît tous, comme tu as dit, spin selling, médic, elles sont formidables. Mais ce qui est important, c'est que la méthode soit adoptée par l'équipe. Et pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle soit comprise. Et pour qu'elle soit comprise, il faut qu'elle soit parfaitement bien expliquée, que les gens comprennent leur intérêt. Donc la préparation, c'est cette matrice qu'on pose en amont, et qu'on fait avec le marketing et les commerciaux. Une fois qu'elle est posée, tout le monde la connaît. Donc on sait que par rapport à ses objectifs, à ses obstacles, voilà le type de valeur qu'on peut avoir.
et voilà les histoires qu'il faut raconter. Point barre. On prépare ces histoires-là en avance, et comme tu dis, une fois qu'elles sont maîtrisées, bah, on sait que ce sont ces histoires qui vont revenir. C'est surtout que la méthode dont tu parles, elle est... Alors, c'est ça qu'elle a un double sens, mais ton concurrent, normalement, il la connaît aussi. Oui. Et il vend la même réponse au même problème. Voilà. Donc dès lors, soit tu la connais pas et alors là tu pars perdant, soit tu la connais aussi bien que lui et tu pars à égalité, soit tu la maîtrises, tu l'incarnes et tu pars avec de l'avance. Mais c'est toi qui vas faire la différence à la fin. Toujours. C'est toujours toi qui feras la différence. Si tu veux, pour moi, les commerciaux qui arrivent, que je vois, qui sont vraiment bons dans la durée, il y a d'abord cette envie-là, cette envie de convaincre, cette posture-là. Ensuite, il y a une volonté d'apprendre en continu, une volonté de réussir. Et puis, il y a un esprit scientifique. Curieusement, il y a des commerciaux que je vois qui ont, on dirait presque des ingénieurs, quoi. Ils sont méthodiques. Ils font pas de numéros de claquettes. Ils sont méthodiques. Et donc, cette méthode, ils l'améliorent au fur et à mesure. Et quand on a la somme des trois, là, on a des commerciaux que les clients adorent. Et ça existe. Mais oui, et ça existe. Et donc ça, c'est, on a cette fabrique-là, si on met les moyens. Et donc, il faut je dirais, être absolument convaincu que la matière humaine, c'est la matière première de l'entreprise. Moi, c'est ma vision, ça l'a toujours été. Après, le produit en lui-même, et je finirai là-dessus sur ce raisonnement-là, aujourd'hui, je pense, mais ça n'engage que moi, tu ne peux plus avoir un produit de mauvaise qualité. Ça, c'est très vite. Donc, comment tu fais quand tu as une flopée de produits à qualité quasi égale pour te différencier, pour vendre? Tu n'existes plus si le produit n'est pas de qualité. Donc, pour arriver à ça, il faut que tu sois excellent en préparation, excellent dans le live, parce qu'encore une fois, tu as mis tellement d'efforts à avoir des rendez-vous que tu te retrouves face à un humain, tu as une fenêtre de tir très courte, il faut l'impacter. Et ensuite, être capable de l'amener, et c'est là où les choses se corsent un peu, et c'est là où je vois certaines limites à certaines approches, c'est que derrière, il ne s'agit plus de vendre à une personne, il s'agit de vendre à une organisation. Comment tu passes de la vente à l'individu à la vente à une organisation? Ah bah, vaut mieux que tu aies fait tes devoirs avant, voilà, pour te paraphraser. Et donc, ce mindset-là va consister, finalement, d'abord à donner envie à ton premier interlocuteur d'avoir envie de parler de toi. Et comment tu fais ça? Parce que le vrai risque, moi j'entends des fois sur les taux de signature, le premier concurrent, c'est pas le concurrent. Tu sais ce que tu vas dire, j'adore. C'est la non-décision. Parce que les gens, on leur a dit, enfin, les prospects vont dire, mais ok, mais je vois pas le rapport avec moi, ce que je veux faire. Très bien. Le commercial va venir au bureau, il va dire, ou il va faire sa visio avec son boss, il va dire, je comprends pas, j'ai fait le super pitch, ils ont pas compris. Oui, mais c'est pas toi le client. Non, ils n'ont pas fait le lien entre l'objectif et le produit. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Voilà. Donc, comment on arrive à aligner tous ces gens-là? Comment on fait pour qu'il y ait un consensus, tu vois? Parce que quand on vend de la solution, généralement, ce sont des décideurs. Et donc, souvent, ils participent au comité de direction. En tout cas, à plusieurs niveaux possibles. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, voire ils ne sont pas souvent d'accord entre eux. Donc comment toi, tu arrives avec un projet de transformation qui émane d'une seule personne, supposons que ce soit par exemple on va dire un CTO ou un DSI, enfin pour parler français, peu importe, une fonction, il a un projet, ok, mais ses camarades autour de la table au comité de direction, c'est pas les mêmes intérêts. Donc, le commercial, il doit parler la langue du CTO, il doit comprendre ses propres objectifs, il doit parler la langue du CEO, il doit parler différentes langues, et adapter les histoires aux uns et aux autres. Pour que finalement, les gens se disent, ok, là, moi, ça m'intéresse, mais ça commence à ressembler à un projet d'entreprise. Et ça peut être pour une PME. Une PME de 30 personnes, il y a un codir. Et des fois, dans les PME, les choix sont beaucoup plus exigeants que dans un grand groupe, parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Donc c'est ça, si tu veux, c'est cette deuxième partie, c'est cette bascule-là que je vais venir apporter pour de simples raisons. C'est que j'ai fait un certain nombre de rendez-vous dans ma vie et que j'ai été confronté à ces situations-là. Donc j'ai modélisé tout ça. Alors, j'ai pas inventé, on n'invente pas vraiment les choses, mais inspiré d'un certain nombre je dirais, de méthodes que j'ai pratiquées, que j'ai découvert, comme tout le monde.
Et à partir de là, l'idée, c'est d'avoir une carte. Voilà. C'est de ne pas être dans cette non-décision. Lundi, au cours d'une formation, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais comment tu fais tes relances ? Tu as une technique pour relancer ?» Et je dis « En fait, non, je n'ai pas de technique pour relancer. » La relance, elle doit arriver comme une évidence. Ça veut dire qu'en amont, on a préparé quelque chose où chacun va se responsabiliser. Et donc, un plan. Et ça se fait avec les gens. On ne peut pas l'imposer. Ah non, sinon tu fais le commercial Et voilà. qui vend. Et Les voilà. vendeurs. Ah mais tu as une vraie dichotomie sur soit je vends, soit je fais acheter. Voilà. Et on est très porté sur je vends. Alors le niveau 0, c'est je vends pareil à tout le monde, globalement. T'en as qui vont vendre différemment aux différents types de profils. C'est vrai. Mais les meilleurs commerciaux, c'est pas ceux-là. Et c'est pour ça aussi que tu as de très bons commerciaux qui sont très timides. Parce qu'ils comprennent non pas comment le vendre, mais comment l'autre personne en face de lui va acheter. Et d'être en face, il va finalement se mettre à côté. Ils sont dans la même équipe, il va juste l'accompagner dans son processus d'achat. Complètement. Tout simplement. Et je pense que c'est, en plus, je pense que c'est hyper sincère. C'est ce que je crois vraiment. Moi, à chaque fois que j'ai été, où j'ai accompagné un commercial, ou que moi-même j'ai eu à vendre, tu as toujours cette espèce de dosage à faire entre l'empathie, bien comprendre, et l'assertivité où il faut guider. À un moment, faut amener la personne, parce que les gens sont habitués aussi à, j'allais dire, avoir peur. Donc, il faut aussi réussir à faire avancer les gens, les challenger. Moi, j'aime bien ça. Il y a une méthode pour ça qui est pas mal, qui est adaptée à certains marchés, qui s'appelle Challenger Sale. Le Challenger Sale, c'est un très beau livre qui a été écrit à ce sujet-là. Ça consiste à dire, quand tu es sur un marché où il faut prendre des parts, où tu es un peu disruptif, le principe consiste à aller voir les prospects, à leur montrer que le mur se rapproche à grande vitesse, quoi. Tu vois ? Tu vends la peur. Voilà. Donc, est-ce que tu vois le mur ? Et c'est de challenger. Et les études qui ont été faites par rapport à cette approche spécifique, c'était justement que les meilleurs commerciaux sont ceux qui challengent leurs clients. Et moi, j'aime bien ça. Et finalement, moi, je préfère dire challenger, je préfère dire responsabiliser. Et comme quelqu'un qui aime son ami, s'il le voit faire n'importe quoi, il va lui dire. Il va lui dire. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut le faire sincèrement. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire comme un bisounours. Ça veut dire qu'il faut le faire avec impact et conviction. Si on est sûr que la personne est en train de se planter, l'équipe est en train de se planter, d'ailleurs, ça donne des histoires de commerciaux qui me disent des fois, on n'a pas signé, mais il m'a rappelé 2 ans après. Parce qu'il n'a pas pris la bonne direction. Tu vois ? Parce qu'il y a eu une honnêteté intellectuelle. Et je pense que la vente, c'est ça. La vente, c'est du troc. C'est échange une compétence contre de l'argent. Mais c'est un échange. Donc, il faut bien que cet échange-là crée de la valeur pour l'entreprise qui vend et pour l'entreprise qui achète. La vraie valeur. Et puis, il faut aussi partir du principe, ça je rebondis sur ce que tu dis, et je trouve que c'est pas assez diffusé ou infusé dans la pensée commune, c'est qu'aujourd'hui, la personne en face de toi, peut-être qu'elle va t'acheter, peut-être qu'elle va acheter à ton concurrent, mais peut-être bien qu'elle achètera rien à personne non plus. Complètement. Et qu'elle va laisser son problème un peu sous le tapis et rien faire. Et je pense même que c'est la majorité des cas. Complètement. Et c'est dur de décider aujourd'hui. Je pense que c'est même difficile d'être commercial. J'entends beaucoup, et ça c'est un parti pris, je l'assume complètement. Il y a beaucoup d'outils. On n'en avait pas à mon époque à ce point-là. Mais par contre, ces outils-là, comme tout outil, à un moment donné, on le vend en poupe. En 2000, moi quand j'ai lancé mon activité, c'était en 2019. En 2020, il y a eu le Covid. Et je me souviens à cette époque-là, ce qui fonctionnait bien, c'était le cold mailing intelligent, quoi. Et là, on a eu des entreprises qui sont arrivées sur le marché avec du cold mailing très personnalisé, parce que le mailing ressemblait à rien. D'ailleurs, encore aujourd'hui, des fois, il y a des mailings qui ressemblent à rien. J'en ai reçu aujourd'hui. Voilà. Pas de bonjour, pas d'au revoir, pas de... Non, mais ça, c'est pas possible. Enfin, je me dis... Le mec, ligne 1 te tutoie, ligne 2 te vous voit. Voilà. Oui, donc voilà. Et là, tu as eu donc, un certain nombre d'entreprises, que je ne citerai pas, c'est pas le but, mais où il y a eu cette approche intelligente, des outils intelligents. Bon. Tout le monde s'est mis à faire du cold mailing pour faire de l'acquisition. Bon, ça marchait bien, jusqu'au moment où ça marchait plus. Et à ce moment-là, sont revenus en force les cold callers. Qui étaient remis au KGB depuis un moment. Il ne faut plus appeler les gens, plus les déranger. Finalement, parce qu'on est tous clients de quelqu'un. Je veux dire, moi je suis prospecté, t'es prospecté, on est tous prospectés. Bon. Donc les gens ont dit, plus personne nous appelle. On en a marre des mails.
ok. Puis maintenant, On a marre d'être appelé. on a marre d'être appelé. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? En fait, ils veulent des choses faites intelligemment, sincèrement, pas bâclées. Donc, je reviens à mon idée, c'est dur aujourd'hui d'être commercial. Attention, hein, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des outils, il y a des moyens, c'est inégal dans chaque entreprise, mais ce qu'il faut, c'est un cadre. Il faut donner un cadre clair. Expliquer quelle est la mission, donner les moyens de l'accomplir, avoir un marketing aligné avec les ventes et faire ça patiemment. Il vaut mieux faire ça patiemment que de recruter à tour de bras, chercher les cadors. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Faut construire. Moi, mon conseil, c'est bâtir. Quand je suis arrivé dans l'entreprise où j'étais avant de faire ce que je fais, je suis arrivé dans le bureau, dans l'open space, le téléphone sonnait pas. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas d'activité. Alors les gens faisaient les trucs sur l'ordinateur. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. À l'époque, le mailing, c'était... Je parle de ça, on était en 2009. Hein. Donc, il y avait du mailing, mais du mailing un peu old school. Bon. Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je pense qu'il faut appeler les gens. Mais plutôt que de dire, appeler les gens, parce que j'arrivais comme directeur commercial, j'ai pris mon téléphone. La force de l'exemple. Et j'ai appelé les gens. Et quand j'ai compris ce que les gens voulaient, donc j'ai fait le commercial. J'étais en même temps directeur commercial, mais comment être crédible sinon? Donc je me suis souvenu du conseil que m'avait donné mon manager de l'époque, va avec eux sur le terrain. Donc, il faut bâtir quelque chose. Quand ce quelque chose fonctionne, on peut le transférer. Encore faut-il savoir les forces de l'entreprise, ses limites, et puis en interne, faire bouger aussi les choses, tu vois. Donc, ça existe dans la plupart des entreprises, mais commercial, c'est pas magicien. Nous, on a des clients, alors sur la partie recrutement plutôt, qui nous disent, bah voilà, moi je veux un commercial, payé au fixe, pour pas dire je les veux que à la com. Quels outils? Aucun. Quelle formation? Aucun. Et je veux un cadre, ok. Et je veux qu'il éclate ses résultats. Ok. Pourquoi il travaillerait pour toi? Bah ouais. Donne-moi un argument. Pourquoi il viendrait se faire chier à Saint-Denis, où il n'y a pas de transport en commun parce que tu veux faire des économies sur le loyer. C'est ça. Travailler dans une équipe, vous êtes 12, il y a une ambiance de mort, pas d'outils, pas de salaire, rien du tout. Il n'y a pas. Donc tu peux pas avoir de bons humains, de bons commerciaux, si tu leur mets pas d'une part les moyens, logistique, logiciel et formation. Tout à fait. Tu peux pas. Et après, il faut émettre le prix. Parce que c'est bien de vouloir des meilleurs. Mais celui qui va travailler pour le moins bien, c'est pas le meilleur. Mais complètement, Simon. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que quand j'arrive, moi, en formation, mais j'ai toujours peur de poser cette question. Je demande, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez une formation commerciale? Oh, tu prends un risque. Je prends un risque. Ouais. Mais très peu, parce que il y a une espèce d'idée reçue qu'un commercial, il est bon ou il l'est pas. Tu es d'accord? Alors, débile. Mais oui. Donc, je veux dire, c'est un métier. Il y a une méthode comme un pianiste, comme un tennisman. Ça s'apprend. Encore une fois, je redis, ce qu'il faut, c'est ne pas se tromper, prendre son temps dans le recrutement. Être sûr de faire monter dans le bus les bonnes personnes. Moi, j'avais déjà recruté des personnes qui n'avaient pas l'apparence de commerciaux, tu vois, qui ressemblaient à ce qu'on voulait à l'époque dans l'entreprise. Mais en quelques secondes, tu décèles, si tu as en face de toi quelqu'un qui est en train de faire un show pour se vendre, ou quelqu'un qui, tu vois, parce que ça aussi, faut faire très attention à ça. Donc, il faut être hyper exigeant. Et parfois, quand d'un coup on décide qu'il faut un commercial, il faut recruter maintenant. Il faut aller très vite. Moi, je pense qu'il faut anticiper ça, rencontrer des gens. En fait, il faut recruter tout le temps. C'est ça que je crois. Rencontrer des gens, confier une mission de recrutement à une entreprise, avoir des partenaires de recrutement. Quand ils sont dedans, les commerciaux, les suivre, les former de manière continue. Et puis à un moment donné, on peut s'apercevoir peut-être qu'ils ne sont pas faits pour ça. Et c'est pas grave, et c'est ok. Ou qu'ils n'ont plus envie de le faire. Ou qu'ils n'ont plus... C'est pas... Voilà. Nous, tu sais, alors c'est mon grand argument. Ça l'était déjà et ça l'est encore plus maintenant. Si tu sais, le PSG, ils ont même été débaucher le meilleur jardinier d'Europe. Ils travaillaient à Aston Villa, c'est une vraie anecdote. Ils ont, au moment de l'arrivée des Qataris, été débaucher le mec qui faisait la meilleure pelouse d'Europe. C'est-à-dire qu'ils ont été débaucher un jardinier. Oui, en même temps que Zlatan, Verratti et consorts, ils ont fait venir un jardinier. Alors, qu'est-ce que ça t'apprend? Ça t'apprend que le souci des détails, c'est ce qui te permet, quelques années après, de gagner la Ligue des Champions et d'être au top. Toi, dans ton entreprise où tu es 10 fois moins exposé,
tu vas prendre le premier qui vient. C'est ça. Tu vas dire, tiens, je vais poster sur LinkedIn ou Indeed ou LinkedIn. Puis, je vais croiser les doigts et j'espère que je vais trouver quelqu'un de bien. C'est ça. J'espère pour toi, mais tu mets pas les chances de ton côté en tout cas. Tu vois, ça me fait penser, j'avais fait un post sur ça, je crois. C'est les posts un peu techniques. C'est ce sens du détail, tu vois. Toutes les ventes, les belles ventes que j'ai pu réussir, et tout ce que j'ai vu de réussi chez les commerciaux, ça s'est joué sur un petit coup de rein supplémentaire, un petit coup de téléphone supplémentaire, une petite résilience supplémentaire. Tout se joue sur ça. C'est ce petit centimètre, ce petit millimètre. Il y a un très beau film qui décrit ça, qui est formidable, que je conseille à tous les gens de mon âge doivent le connaître, mais il s'appelle L'Enfer du dimanche. Dimanche avec Al Pacino. Bon, donc tu le connais. Inch by inch. Inch by inch. Formidable. Ah, j'adore. Ah, ça me fait plaisir que tu connaisses ça. J'ai vu un extrait en école de commerce. Ouais. Et après, je l'ai regardé à la maison en entier. Et Voilà. je suis d'accord avec toi sur cette C'est ça image. l'histoire. Et quand les gens comprennent ça, quand ils ont cette inspiration-là, ils se disent, OK, en fait, ce coup de téléphone que j'ai pas passé, il va me coûter. Donc, finalement, qu'est-ce qui donne envie aux uns et pas aux autres de passer ce coup de téléphone ? C'est de croire dans ce qu'on fait. C'est d'avoir envie de faire ce qu'on fait. C'est ce supplément d'âme. Et c'est ça ce métier. Et c'est ce qui le rend beau, tu vois. Moi, c'est ce que j'essaie de transmettre. Les formations que je fais sont techniques. Il y a une méthodologie précise, parce qu'il faut de la technique. Mais il y a aussi ça. Il y a aussi ce côté transmettre l'ADN de ce métier. En tout cas, le montrer un peu. Le montrer un peu. Mais c'est dommage, mais les gens sont très dogmatiques. Tu disais, il est bon ou il est mauvais, c'est vrai, mais on va aussi te faire la dichotomie. Est-ce qu'il a la tchatch ou est-ce qu'il est méthode ? C'est ça. Celui qui a la tchatch peut aussi avoir la méthode. Oui. Et celui qui peut, qui est moins à l'aise à l'oral, qui a la méthode, il peut aussi apprendre à raconter une histoire. Complètement. Juste arrêtons de vouloir transformer l'un en l'autre et inversement. Prenons les forces des uns et des autres et développons-les. Voilà. Et c'est tout, quoi. Complètement, c'est exactement ça, et que ce soit pour des commerciaux, des managers. Alors moi je suis coach certifié aussi, donc ce qui me permet d'avoir une posture vis-à-vis des managers, vis-à-vis des commerciaux et des indépendants. Ce qui est appréciable chez les indépendants, c'est qu'ils ont soif d'apprendre. C'est leur entreprise. Ils voient vite les effets. Et voilà. Donc ils veulent juste qu'on les mette dans le sens de la marche, avec quelque chose de pragmatique. C'est comme tout, ça s'apprend. Donc c'est ma vision de la vente aujourd'hui, et elle a été construite année après année. Et je pense que c'est un métier qu'il faut... je pense que ça va dans le bon sens quand même. Parce qu'il y a de la communication, de plus en plus, notamment sur LinkedIn. Il y a des créateurs de contenu qui sont très présents sur ça, et tant mieux. Moi, je me suis mis à la création de contenu il y a une année à peu près, et j'en vois les effets. Pour que ce métier de commercial ne soit plus, moi je dis toujours, considéré comme un métier presque de seconde main, tu vois. J'ai toujours dit en France, je pense qu'on est plutôt un pays d'ingénieurs. On glorifie beaucoup les mathématiques. Voilà. Et c'est pas très bien, mais c'est formidable parce qu'on sait créer de superbes produits et de superbes services. Airbus, Thales, Safran et autres. Voilà. Et donc, et ça, je dirais apprendre à vendre ces choses-là, mais sans passer pour un vendeur, plutôt à les faire acheter, c'est formidable. Et on a aujourd'hui, je pense, d'excellents commerciaux. Il faut investir dans ces formations, dans ces coachings, et puis se responsabiliser aussi. Tout le monde, on peut parfois, en mettant beaucoup de moyens, se dire, au fond, c'est un peu compliqué pour telle ou telle personne, et c'est pas grave. Bon, mais si on le fait pas, on le saura jamais, quelque part. C'est vrai. Voilà. Donc, 100% des gagnants du loto, ils y ont mis une pièce au moins. Voilà. Et le fait d'auditer déjà, d'avoir ce regard d'audit, de dire, bon, il se passe quoi chez moi ? Parce que, bon, tête dans le guidon, tous. Il se passe quoi chez moi est une bonne première démarche déjà, tu vois. Voilà. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle. Je t'en prie. C'est quoi ta première vente ? Ma première vente, dont je me souvienne, parce que, écoute, alors, je me souviens de cette vente-là parce que chez Pitney, alors la première vente, je veux dire la première vente de solutions plutôt, parce que comme je t'ai dit, je vendais des gommes et des stylos, et puis on était des distributeurs de... Alors j'ai beaucoup de respect pour les gommes et les stylos, attention. C'est moins utile maintenant. Voilà, on distribuait, on allait voir les entreprises, des catalogues, et puis on revenait, bon.
La première vente de solution que j'ai faite, c'était une petite machine qui faisait de la mise sous pli automatique. Tu sais, à l'époque, alors il y en a encore beaucoup, contrairement à ce qu'on croit, parce que moi, dans ma boîte aux lettres, j'ai toujours 3-4 courriers par jour. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que c'était un nouveau produit et qu'il y avait un peu de scepticisme de la part de l'équipe dans laquelle j'étais. Moi, j'ai vu ce produit arriver et je me suis dit, mais c'est formidable ce truc. Tu fais gagner un temps qui se chiffre facilement. Alors, ça existait, mais la mise sous pli automatique, mais là, l'entreprise venait de créer un système que tu pouvais mettre dans le coffre de ta voiture, de ta Renault 21, comme dirait l'autre, et que tu pouvais montrer aux clients, aux PME, qui au lieu de se taper 650 lettres à plier à la main, pouvaient le faire avec une petite machine. Oui. Comme disait Coluche, je parle plusieurs langues, très bien, vous collerez les timbres. Voilà. Je me retrouve avec ça, et puis il y avait le directeur commercial de l'époque qui dit oui, faut lancer ce produit, etc. Moi je dis bon, je vais y aller, je vais aller montrer ça. J'amène ma petite machine, je prends un Transpal à l'époque, et je travaille dans Paris, et je commence à faire des démonstrations de ça, comme un démonstrateur de foire. Okay, je commençais comme ça, moi. Donc je monte les escaliers, dans les cages d'ascenseur, je transporte la machine. Et en fait, la première vente que j'ai faite, c'était quelqu'un qui m'a dit « mais ça m'intéresse, ce produit-là, ce que vous m'avez montré. Je voudrais en savoir plus sur comment je pourrais le rentabiliser, etc. » Et j'ai été obligé, à ce moment-là, de commencer par faire mes premiers calculs de valeur. Tu vois. Et ce qui m'avait plu, c'était que, j'y étais allé un peu à l'audace, en disant « j'y vais ». 2, apprendre à calculer donc ce qu'il allait gagner concrètement. Et puis ensuite, ça a fait effet boule de neige. Et c'est vrai, c'est ce que j'aime bien dans ta réponse, c'est que globalement, ça touche aux différents leviers qui permettent de convaincre un client, c'est-à-dire de, évidemment, jouer sur l'intérêt, mais jouer aussi sur le calcul, sur les émotions. Donc en tout cas, franchement, c'est à la hauteur de tout notre podcast ensemble. Je suis très content de t'avoir invité, Pascal. J'espère que les auditeurs vont avoir pris autant de plaisir que moi j'en ai pris en t'interviewant. Et puis, pour vous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Plus belle la vente. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions, des appréciations. Et on vous mettra en commentaire aussi les différents liens vers les réseaux sociaux de Pascal. En attendant, prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.